Informer, inspirer, enrichir, marquer les esprits, créer des changements. Ce sont tous des mots qui décrivent cette femme avec qui je vais faire une entrevue aujourd'hui. Elle va arriver de Toronto, son avion va atterrir d'ici 1 heure. Elle donnait une conférence à Toronto, alors vous avez compris que j'ai fait une entrevue avec une conférencière. C'est une femme très inspirante et ça fait 1 an que j'attends, mais son emploi du temps est tellement débordé qu'elle n'accorde aucune entrevue, mais elle a accepté de me l'accorder. Mais aujourd'hui, elle me disait tantôt, on se textait, elle disait, au pire, on peut faire l'entrevue dans mon camion. OK, oui, mais savez-vous quoi? J'aurais accepté, sérieusement, parce que je voulais tellement faire cette entrevue avec elle. Alors, je fais une entrevue avec la conférencière Isabelle Fontaine. C'est une conférencière qui est très dynamique et pleine d'énergie. Je l'ai vue en conférence et c'est fou l'énergie qu'elle dégage. Elle a donné plus de 2500 présentations dans plus de 2000 organisations. Elle a 3 domaines d'expertise. Elle parle des neurosciences, elle parle de l'intelligence émotionnelle et elle parle de la psychologie de la performance. Alors aujourd'hui, je fais une entrevue inspiration avec Isabelle Fontaine. À tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. C'est vraiment un privilège pour moi, sérieusement. Là, j'attends, ça fait 1 an. Je sais que tu étais enseignante dès le début. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que de l'enseignement aux conférencières? Ben, en fait, à un moment donné, j'ai commencé à enseigner au bac en communication, option relations humaines à l'UQAM. Puis, il y a TVA qui a appelé, qui a demandé à un directeur du département de communication s'il connaissait un enseignant qui était inspirant et qui avait du contenu à livrer. Parce qu'il disait qu'il avait eu souvent accès à plusieurs conférenciers, mais qui étaient habitués souvent au même genre de discours. Donc là, il voulait du contenu, mais un prof inspirant. Puis là, l'enseignant en question ne connaissait même pas. Il a dit, oui, il y en a une petite frisée, là, une nouvelle, là, il dit, elle est très dynamique, elle utilise le pouvoir de la musique, elle fait bouger les gens. Il dit, on entend beaucoup parler d'elle. Fait que le hasard a fait en sorte qu'il y avait la secrétaire qui était devenue un peu mon amie et ma complice, qui était dans le bureau, qui a donné mon numéro de téléphone, qui ensuite, cet homme-là a donné mon numéro de téléphone à TVA qui cherchait quelqu'un. Puis Luc, de l'époque, celui qui recherchait, m'a appelé et dit, faites-vous ça des conférences dans des cas de séminaires des ventes? Et là, j'ai répondu, absolument. Mais je ne savais même pas c'était quoi. J'avais jamais vu de conférencier à l'époque, on parle de 2006. Et là, j'ai été donner une conférence pour les gens des ventes chez TVA, je pense en 2006 ou en 2007, 2007 je crois. Puis j'ai senti que j'étais comme Obélix dans la potion magique. Et j'ai pris les meilleurs bouts de mon cours, que les étudiants aimaient le plus. J'ai mis ça dans une formule 90 minutes. Puis j'ai présenté ça, puis c'est le même que ça a parti. Parce qu'après, ça a fait des bébés, comme on dit. Il y a des gens qui étaient dans la salle, qui ont parlé, puis finalement, je me suis retrouvée conférencière. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu cette confiance que oui, je le fais, oui, je le donne? Est-ce que le fait que tu étais enseignante, est-ce que ça aide? Mais j'étais pas à temps plein. Il m'avait offert une charge de cours. Je commençais l'enseignement à l'université. Mais avant, j'étais chasseur de tête, j'étais en recrutement. Puis je me cherchais professionnellement parlant, je savais pas ce que je voulais faire. Fait que la chasseur de tête qui m'avait interviewée pour ses clients, elle, quand elle m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire, j'avais dit je sais pas, mais ça doit inclure beaucoup de contacts avec les gens. J'aime beaucoup communiquer, je suis extravertie, je peux pas faire de feuilles de temps, j'aime pas faire des suivis minutieux, j'aime pas les chiffres, j'aime les gens, puis j'aime apprendre. Ouais. Là, elle a dit ben, viens travailler chez moi. Si éventuellement tu dois passer un poste qui t'intéresse, tu iras, je ferai de l'argent avec toi, sinon. J'ai été avec elle pendant un bout de temps, mais j'ai connu beaucoup les différentes entreprises. J'ai connu, là, tu sais, comme on dit, le behind the scene, là. Ouais. Les différents types d'entreprises, les cultures, qu'est-ce que les patrons recherchaient chez les gens. Mais c'était quoi les difficultés relationnelles, puis les difficultés au niveau de la performance des équipes. Fait que je me suis retrouvée, en tant que chasseur de tête, à entendre parler de tous les enjeux organisationnels de différentes cultures d'entreprise. Puis, à un moment donné, j'étais pas faite pour faire ça. Mais je me cherchais toujours. Je savais pas ce que je voulais faire. Puis j'étais très prudente. Je faisais des tests psychométriques. Tu sais, j'essayais de, sans trop me lancer. Puis à un moment donné, l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, a appelé pour voir si j'acceptais la charge de cours. Il y a une enseignante
qui avant d'aller visiter son fils en Australie, avait mentionné mon nom, puis j'ai été embauchée sans même savoir, elle a oublié de me le dire. Puis j'ai commencé à enseigner, puis j'avais une charge de cours, fait que j'ai passé d'un salaire qui était assez lucratif à une charge de cours qui n'était pas lucrative du tout. Mais j'aimais ça. Fait que quand les gens des ventes chez TVA appelaient puis m'ont demandé si je faisais des conférences, moi je me cherchais des sources de revenus, là. Fait que, tu sais, le hunger ou la faim a fait en sorte que j'ai dit oui, j'ai fait ça. C'est pas parce qu'on aime aussi cette passion, mais on a besoin, exemple d'argent, on a besoin d'une source de revenus, on y va. Ouais. Mais là, c'est comme tu as trouvé ta voie, en fait, puis là, tu es parti dans les conférences à cause de ça. Mais il faut être audacieux, il faut se risquer, parce qu'ils disent que, tu sais, saute puis tu vas apprendre à nager en le faisant. Ouais. Mais des fois, on attend, nous les femmes, on attend d'être parfaite, d'avoir terminé le fameux diplôme, d'avoir été au bout de ça. Tu sais, t'attends tellement d'être prête que la parade est passée et tu es encore en train de te préparer. OK, puis ça, c'est un bon point aussi pour les femmes, de ne pas attendre la perfection pour pouvoir foncer. Ben, on fonce, on y va avec qu'est-ce qui arrive. J'ai eu une VP à un moment donné dans le milieu bancaire, elle me disait « Prête, pas prête, j'y vais. » J'y vais. Et même, j'ai fait une entrevue avec Danielle Dano à un moment donné, la présidente de Cardio plein air, je crois. Okay. Puis elle m'avait dit, même avec le syndrome de l'imposteur, tu vas quand même. Surtout, ouais. Surtout parce que les hommes, ils vont l'avoir eux aussi, le syndrome de l'imposteur, mais ils sont plus facilement capables de l'écraser, c'est-à-dire, après, on y va. Nous, il y a comme ce besoin-là d'approbation, de peur du rejet, de ne pas vouloir décevoir les gens. Mais tu sais, ça nous garde captive un peu, là, une prison de peur de l'embarras, quand dans le fond, tu sais, quand on a un bon cœur, quand on est passionné, quand on fait pour les bonnes raisons, ça peut pas marcher. Mais non, c'est sûr. Ce sont les points non négociables pour un conférencier ou une conférencière. Comme conférencière. Oui. Quand tu dis les points non négociables. Bien, ça veut dire que, exemple, si je prends l'exemple de inspirer, un conférencier, ça c'est non négociable. Tu es sur scène pour informer, pour inspirer. OK, j'ai un point. Ouais. La même enseignante qui m'a référée à l'UQAM où j'ai commencé à enseigner grâce à elle, elle m'a dit, si tu es pour partir à ton compte, faire de la formation, parce qu'à l'époque, je voulais faire de la formation, conférencière, je ne savais pas que ça existait, elle dit, n'accepte jamais de donner des formations sur des sujets qui ne t'inspirent pas, pour lesquels tu ne sens pas qu'il y a une énergie qui monte. Parce qu'elle dit, si tu le prends juste parce que c'est alimentaire et payant, mais tu sens pas l'ébullition ou l'enthousiasme, elle dit, tu vas pas être bonne, tu vas rester dans la moyenne. Fait qu'elle dit dis non à ces projets-là, parce que sinon ils vont occuper tout ton temps. Puis là, tu n'auras pas le temps de développer des projets qui te passionnent. Elle disait, aie le courage d'attendre que ça fasse, c'est chaud, ça brûle, j'y vais. Parce que ton âme, en fait, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça à Santa Fe, j'avais eu beaucoup de gratitude envers lui parce qu'il disait, notre âme connaît le chemin. Il faut écouter notre âme. Mais je disais, oui, mais comment on écoute notre âme? Elle dit, ton âme joue avec toi le même jeu qu'on joue avec un enfant quand on cache un objet dans la pièce. On lui dit, oh, c'est chaud, tu brûles. C'est froid, tu refroidis, tu gèles. Mais notre âme a fait ça. Puis les deux personnes s'étaient retrouvées pas mal dans le même temps à me dire, va pas vers c'est tiède, ça refroidit. Même s'il y a de l'argent associé à ça, parce que tu vas pas être sur un geyser naturel, puis exploser dans ton énergie. Elle dit, attends quelque chose ou prépare quelque chose qui te fait vibrer. Fait que moi, je ne fais que des conférences sur des thèmes pour lesquels je me sens en ébullition. C'est ça. Je sais que tes domaines d'expertise, les neurosciences, la psychologie de la performance, l'intelligence émotionnelle, et ça te parle, j'imagine. Oui. Dès le début, tu as pensé que c'est ça, les domaines, j'y vais vers ça? Non. Je voyais qu'il y avait des moments dans ma vie où j'étais motivée. J'avais de l'énergie à revendre. Puis dans des cas comme ça, souvent, là, ça communiquait mieux. J'étais en mesure de transmettre mon enthousiasme. Puis là, je me disais, qu'est-ce qui arrive les journées où j'en ai pas d'enthousiasme, où je suis pas inspirée, où j'en ai pas l'émotion que ça prend. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser aux outils pour commander le carburant émotionnel. Puis en m'intéressant aux outils, je me suis intéressée au comment, le concret. Ça m'a amené à devoir faire une excursion dans le domaine des neurosciences, de la neurobiologie des émotions, parce que ces éléments-là te donnent accès à des leviers pour créer les petits cocktails biochimiques. D'où mon intérêt ensuite à explorer un peu le pouvoir de la musique sur le cerveau. Comment la musique commande les neurotransmetteurs qui installent des humeurs. La musique dans un film, c'est l'émotion dans le film. Tu écoutes le gros requin Jaws sur mute,
tu ressens rien, parce que tu vois rien. Juste la musique de jazz, quand il fait noir, c'est fatigant. Oui. Fait que je me suis intéressée aux accès, puis là, ça m'a amené un peu vers les neurosciences parce que j'aime le comment. Puis est-ce que ça, c'est toujours, ça, dès le début, c'était ça brûle, ça brûle, ça brûle, ou c'était ça chauffe pas? Ou Ben, des fois, c'était tiède un peu, puis là, à un moment donné, je trouvais mon filon. Ah, donc Puis je m'appropriais un outil, mais moi, il faut savoir que j'adore la recherche et le développement. Moi, je passe mon temps à lire, je passe mon temps à écouter des podcasts, je passe mon temps à être à l'affût. Mon cerveau, il va bien quand il apprend des nouvelles choses. Puis tu trouves le temps de faire ça? Ben, la pandémie m'a donné du temps. C'est quoi? C'est vrai que j'ai pas été très disponible pour les gens. Je faisais aucun podcast. Je donnais plus d'entrevues à personne parce qu'avec la pandémie, là, je me suis retrouvée à être comme Obélix dans la potion magique. Écoute, j'ai lu des livres. J'ai fait l'équivalent d'un doctorat, je pense, en autodidacte pendant que j'étais chez moi. Et là, je suis devenue complètement un peu avare de mon temps. Parce que là, je lisais, je faisais les formations, je faisais beaucoup de journaling, je faisais de la recherche d'images pour être en mesure ensuite de présenter, parce que je vais avoir une université en ligne où je veux amener les gens que je rencontre en conférence beaucoup plus loin. Fait que j'ai tout un programme de déjà prêt, là, qui s'est préparé depuis les confinements. Mais là, je me suis rebranchée avec ce qui était important pour moi. Recherche et développement dans le but de enseigner ou partager. Si je suis pour lire un livre, admettons, qui est c'est littéraire, c'est un roman, ça m'intéresse pas. C'est agréable, mais pour me divertir, je vais écouter un film. C'est plus facile. Mais tout ce que je fais, c'est de la lecture utilitaire, mettons, sur le sens, comment donner plus de sens à son travail, comment donner plus de sens à sa vie. Je vais faire des recherches aussi sur les gens qui ont vécu un deuil, comment ils ont été en mesure de reconnecter avec ce qui est important dans la vie quand ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient tellement, qu'ils se sont sentis un peu mourir en dedans. Je m'intéresse à des choses comme ça, je m'intéresse à la conscience, comment on peut élever son niveau de conscience. Là, ça m'amène dans toutes sortes d'affaires, mais c'est passionnant. Fait que je tripe sur l'humain. Je suis passionnée par ça. Puis c'est pas tout qui m'intéresse, là. Mais tu sais, je vais donner du temps à un petit filon, là, puis là, je rentre dedans. Mais mon conseil, ce serait de dire, tu sais, ce qui te fascine, va là, il y a un filon pour toi, là. C'est pas par hasard que ça fait c'est chaud, ça brûle. Non, c'est ça, mais si toi, au début, c'était pas ça chauffe, ça brûle, puis là, ça s'est devenu par la suite. Donc, on peut dire aux femmes que c'est pas grave si tu trouves pas ta passion là, mais explore. C'est ça, explore, vas-y, puis à un moment donné, tu vas le trouver, c'est ça? Explore, risque, puis mets-toi en scène de vivre des expériences parce qu'on se connaît pas. C'est ça. C'est fou comment on se connaît pas. Même mes filles, je leur dis, tu sais, inscris-toi là, à l'université à des cours là, random. Explore, tu sais, souvent on est tout le temps dans la même chose. Là, s'il s'agit de quelqu'un qui te dit, ah, toi, je te verrais avocate ou architecte. Puis là, après ça, on dirait que ça met des petites bannières, mais on se connaît pas. Puis moi, j'ai fait beaucoup de formations, là, tu sais, des genres de bootcamp à Vancouver, en Californie, où j'étais mise dans des situations où on doit marcher sur 30 pieds de braise ardente. Bien là, tu découvres des nouveaux aspects de toi, là. Où on a passé 5 jours à dormir dans une tente remplie d'humidité où on dormait 4 heures par jour. Fait que là, tu vois, là, où est-ce que tu étais arrêté dans la vie? T'es-tu arrêté parce que tu as le vertige, parce qu'on marchait sur des genres de gros câbles de 50 pieds dans les airs? On était attachés en rappel, fait qu'il n'y avait pas de danger qu'on meure, mais il faut braver le vertige. Fait que là, on voyait où est-ce que les gens sont affaiblis, quelles circonstances de vie vont affaiblir la personne, mais on voyait aussi quelles sont les forces qui jaillissaient out of nowhere d'un individu qui était confronté pour la première fois à une situation où, en groupe, personne n'avait la réponse, là. Et là, tout d'un coup, tu avais un leader qui émergeait, qui ne savait pas ça de lui-même, là. Après, tu es là, oh boy, j'aurais jamais pensé ça de moi. Et est-ce que ça a changé ta façon de faire tes conférences? Oh oui. Oui, parce que je me souviens dans le training où on dormait 4 heures par nuit, là, à un moment donné, on était très fatigués, puis le gars disait, tu sais, si au nom de quoi vous allez vous battre, là? Qu'est-ce qui pour vous est tellement important, là, que vous seriez en mesure de générer une énergie qui surgit de nulle part? Là, moi, je me disais, ben mes filles, pour protéger mes filles, là, cette fois-là, c'était drôle parce que c'était des cours d'autodéfense qu'ils nous avaient montrés. Puis là, il y a des assaillants là, qui, dans une clairière, sautaient derrière nous, nous jetaient au sol, puis tu sais, ils nous immobilisaient, là, puis là, on devait... C'est épuisant. Oui, ça va. Tu sais, faire la lutte, le karaté, ces choses-là, tu sais, quand ça dure 1 heure, le cours, ça va bien, mais
quand tu es en train de te battre avec deux hommes, là, il faut que tu te sortes de leur emprise. Ils t'ont montré quelques trucs, mais moi, je suis pas une lutteur, à un moment donné, j'étais fatiguée, puis j'ai abdiqué. Puis le gars, il dit, tu te bats pour sauver tes filles, toi, Isabelle? Mais il dit, j'ai le regret de t'informer que tes filles sont mortes. Moi, je vais les avoir violées, maltraitées, battues, parce que tu n'as pas le pouvoir de surgir. Wow. Et là c'est comme si le cerveau... C'est ça. Puis, c'est intéressant de réaliser que quand on est fatigué, il y a toujours de l'énergie. Il y a toujours de l'énergie dans un corps humain. Mais en Amérique du Nord, on vit dans une société tellement confortable que même les choix de vie qu'on fait visent à conserver le confort. Puis je te donne un exemple d'une dame que je connaissais qui était enseignante. Puis quand elle enseignait, elle avait tellement de psoriasis et d'eczéma qu'elle devait prendre des médicaments qui lui coûtaient 25 000 par année. Elle n'aimait pas ça faire ça. Puis à un moment donné, moi je disais, pourquoi tu ne vas pas en vente? Tu es excellente d'un point de vue relationnel. Tu es convaincante, tu es convaincue, tu es convaincante, tu as beaucoup d'enthousiasme. Je disais, va en vente, tu vas faire 2 fois ton salaire. Puis elle disait, mais Isabelle, je pense qu'on était en 2017 à cette époque-là, elle disait, en 2017, est-ce qu'on peut cracher sur une permanence? Mais je disais, toi, dans ton cas, la permanence, c'est l'assurance que tu vas détester ton emploi pour le reste de ta vie. Parce que l'été, elle n'avait pas de psoriasis ou d'eczéma. Mais ça recommençait à la mi-août. Puis elle a dit que c'était à cause du soleil. Mais je dis, à la mi-août, il reste du soleil, là. Mais le stress de devoir être à côté de sa mission, c'est un peu comme il y a des gens qui disent, est-ce que tu es sur ton X? Oui. Tu sais, comme dans la vie, on a un X. Mais moi, j'appelle ce X-là, c'est un geyser naturel, là. Il propulse une énergie. Si tu es assis sur ton geyser, tu es propulsé. Et la vie conspire à ce que ça aille bien. La vie conspire, moi, je crois à ça beaucoup, là. J'ai beaucoup lu les livres de Paulo Coelho, là, qui disent que, tu sais, l'univers conspire. Même Einstein disait, est-ce que l'univers est amical? Si l'univers est amical, ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas à forcer. Je dis pas que c'est pas important de se préparer ou de travailler, mais forcer, là. Elle se dénaturait. Ben, sais-tu quoi? Elle a changé d'emploi. Elle s'est retrouvée en vente. Elle rayonne. Elle glow. Elle a des bonnes conditions, mais là, elle n'a pas de permanence, mais elle a plus d'argent. Comment tu fais pour tout garder ça, pour tout mémoriser, toutes ces informations-là qui restent? J'imagine que tu les répètes dans tes conférences, parce que tu as des connaissances quand même pas mal. Oui. Mais ça vient de la... Il y a des gens qui disent que même, tu sais, le bootcamp, il durait 12 heures. Je parle pendant 12 heures. C'est ça, parce que moi, je lis, mais le lendemain, j'oublie presque la moitié de ce que j'ai lu. Alors, comment on fait pour retenir tout ça, pour développer ce vocabulaire-là? Mais là, moi, les choses dont je parle, c'est des choses comme j'ai ressenti, que j'ai vécu. Ah, oui, c'est plus facile. Oui, ben, c'est sûr aussi que j'ai des diapos là, qui vont décrire, mettons, l'effet de la dopamine. OK, mais là, le biochemical devant toi, puis je trouve... Mais je te raconte des histoires que j'ai vécues, là. Oui. Puis des choses qui m'ont tellement imprégné, qui font partie de moi. Je fais beaucoup de storytelling aussi sur en conférence. Oui, j'ai remarqué, parce que moi, des histoires. Oui, j'ai assisté à ta conférence, mais j'étais émue, puis aussi, j'ai été surprise de voir que toi, tu étais émue aussi, tu étais vulnérable à un moment donné sur scène. Puis on sent que c'est du vrai, là, tu sais, on sent pas que... J'accède à ma sensibilité quand je raconte. Oui. Mais puis des fois, ça fonctionne pas, par exemple, parce que, admettons que quelques personnes très condescendantes et méprisantes dans le groupe, là. Tu sais, c'est rare que ça arrive, là, ça fait 17 ans que je fais ça, mais à l'époque, au début, là, 17 ans. Quand j'étais plus jeune, puis j'avais des visages de même, là, des fois, eux, là, ils me sortaient de ma capacité de me connecter. Maintenant, j'ai découvert des trucs là, pour plus m'en faire avec ça, mais au début, quand j'étais plus jeune, le jugement rapide sur moi, prématuré, là, il m'empêchait de connecter avec ma sensibilité. J'ai trouvé une manière de connecter quand même. Mais ça, c'est à mesure que tu développes de l'expérience, tu développes ce truc-là. Alors, si, mettons, un conférencier ou une conférencière qui commence, comment qu'elle peut être sur scène, mais avec une assurance, tu vois, qu'elle ne se laisse pas intimider par les gens qui sont là, qu'elle soit vraiment au début de notre carrière, parce que c'est normal qu'on soit pas. Oui. C'est normal d'être intimidé, c'est normal qu'il y ait une petite nervosité, puis je trouve que c'est bon de faire avec. De dire, j'ai un petit peu de nervosité, mais je veux absolument vous partager ça. Mais la conférence doit venir d'une place où tu peux pas le partager. Tu veux que tout le monde connaisse ça. Si ça vient de là, t'as le geyser naturel. Moi, des fois, je lis des livres, je me dis, tout le monde doit lire ce livre-là.
absolument tout le monde. Là, je me teste au début, là, je me testais, j'en parlais à une amie, j'en parlais à une autre amie, j'en parlais à mes parents, j'en parlais à une de mes tantes. Quand on avait un party d'amis, de chums de filles, j'en reparlais devant le groupe. Puis là, à un moment donné, c'est comme si je rodais ma manière de raconter. Puis je voyais ma rhétorique, tu sais, ça avait-tu de l'allure? Mon plaidoyer pour mon idée, est-ce que ma rhétorique était puissante? Puis à un moment donné, tu vois là, dans les yeux des gens si ils catchent. Tu dis, ah oui! Puis tu vois où s'ils ne catchent pas, là, puis que ça fait pas de son, pas d'image, tu dis, OK. Tu le sens, tu le vois. Mais il faut se pratiquer avec du monde avant d'arriver sur une scène. Ah, c'est ça le truc? Moi, oui, c'était comme ça. Mais quand tu les prépares, tes conférences, est-ce que tu as comme 3 points? Exemple, tu dis, OK, moi, sur scène, je veux inspirer ou je veux informer. Ou est-ce que tu prépares ce que tu veux pour acheter ce que les gens vont sortir avec? Comment tu la prépares, ta conférence? Ben, j'écris mes intentions. Tu sais, je vais écrire aujourd'hui, j'étais à Toronto ce matin, puis je me disais, bon, 16 septembre, Toronto. Je crée une audience que je veux qui soit touchée, émue et inspirée et énergisée. Fait que ça, c'est l'intention que j'ai pour le groupe. Je veux pas que ce soit juste la connaissance, je veux que le cœur soit un peu ému. Puis je veux que mon cœur connecte avec leur cœur, puis que mon âme connecte avec leur âme. Ça, c'est mon intention de base. Puis, je me disais, je veux les convaincre d'avoir une conversation cœur à cœur. Tu sais, à la journée que tu avais participé avec nous, la grande reconnexion, là, où je raconte l'histoire du papa qui est en train de mourir dans les tours du World Trade Center, qui a laissé un message vocal à son fils pour dire qu'il était fier de son fils. Fait que mon intention, c'est que je voulais trouver une façon de convaincre les gens dans ma salle d'être plus généreux dans les relations humaines. De faire la petite différence, de dire le compliment sincère à ton assistante, à ton patron, à ton ancien client, à ton fournisseur. Fait que mon intention, c'était de les attaquer avec des exemples et du storytelling pour qu'ils me disent hey, j'ai appelé ma fille, je l'ai dit à ma fille, ça c'est mon intention. Puis je voulais ensuite qu'il y ait comme un genre de plaisir fou. Fait que je voulais les faire danser. Les faire danser un peu comme des fous, là, comme on avait fait à Boucherville avec le groupe. Fait que je voulais leur donner le goût de passer à l'action, puis je voulais qu'on termine sur une énergie folle avec une demande en dopamine. Fait que c'était ce plan de match-là que j'avais, puis j'avais 75 minutes. Puis là, parce que je l'ai fait souvent, je suis capable de roder mon temps un peu. C'est ça. Le métier d'un conférencier, c'est difficile de faire décoller au début. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des trucs pour ça? C'est difficile de faire décoller au début. Je dirais oui et non, parce que c'est un genre d'emploi où, si tu es vraiment connecté, tu as toujours des clients devant toi. C'est comme tu as une clientèle potentielle qui est captive devant toi. Si jamais tu es vraiment bon, ben tu as 500 personnes là, qui ont le potentiel de te référer. Fait que je te dirais que c'est l'emploi où ça t'offre la plus grande tribune de développement des affaires. Moi, j'en ai jamais fait de développement des affaires. J'ai jamais fait de marketing, j'ai jamais fait de publicité, j'ai jamais fait de cold call. Mais à mes groupes, je donne 30-40% plus de moi-même, de mon cœur, de mes tripes, de mon énergie. Mais même à tous tes débuts, tu n'as pas fait des cold calls, parce que moi, j'en fais. Des fois, en fait, moi je suis à mon début, mais là maintenant, j'imagine que tu as fait tes preuves, que les gens... Mais moi, j'ai commencé à l'époque où il n'y en avait pas de conférenciers, ça n'existait pas. À mon époque, là, en 2007, tu avais Jean-Marc Chaput, tu avais 2-3 autres conférenciers, mais c'était pas connu. Non, c'est ça, mais là, aujourd'hui... On était un petit marché comme ça maintenant, c'est un marché... Tout le monde, en plus, veut être conférencier, là. Puis des fois, il y a des gens qui me disent « Moi, je veux être conférencier, mais je ne sais pas de quoi parler. » Là, je dis, qu'est-ce qui te motive? Si tu ne sais pas de quoi parler, un conférencier, il faut qu'il y ait un brûlant désir de partager quelque chose. Soit que tu as monté le Kilimanjaro, tu veux absolument partager ton vécu, tes trucs, soit que tu as traversé 2 cancers, tu as failli mourir, tu as rebondi, tu as été résilient, mais tu veux partager l'espoir. Mais si tu n'as pas un brûlant désir de partager quelque chose, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Que ce soit glamour, qu'il y ait des spotlights, que les gens te fassent des câlins, signer des autographes? Qu'est-ce qui motive ça? Mais ça prend un urgent besoin de raconter. Il faut aller chercher qu'est-ce qui nous touche, une histoire qu'on a vécue,
comment qu'on veut inspirer cette personne-là. Et non pas juste parce que moi, je pense des fois, ah, je suis enseignante, donc je suis à l'aise, je peux parler de n'importe quoi, mais c'est pas nécessairement ça. Mais regarde, toi, ton intention, c'est d'inspirer les femmes. Ouais. L'empowerment pour les femmes, ça te tient à cœur. Ça, c'est chaud, ça brûle. Ouais. Tu as un ardent besoin de sentir que tu vas peut-être donner un petit élan à une femme, un envol, le goût d'essayer, un petit peu plus d'élan vers l'audace. Ça peut complètement motiver ton désir d'être sur scène avec des groupes de femmes, des groupes mixtes, où tu dis, tu sais, mesdames, regardez nos collègues masculins, là, ils ont des fois, ben, pas tout le monde, mais des fois, ils ont la moitié de notre compétence. Mais ils vont miser sur eux-mêmes, ils vont gambler avec confiance, mais des fois, ils ont la moitié des compétences des femmes. Et là, on se retrouve dans un contexte où nous, on hésite. Fait que toi, tu as cet ardent désir-là, mais il faut trouver l'ardent désir. Et moi, je suis pas une conférencière, moi, je suis comme une communicatrice. Je suis une pédagogue. Quand j'apprends quelque chose, je me dis, oh mon Dieu, tout le monde doit savoir ça. À partir de ça, ça reste dans ma tête, puis je le raconte. Ah, ok. Mais moi, je suis une pédagogue avant tout. Je suis même pas une conférencière dans une certaine mesure. J'entends beaucoup des femmes qui disent ah, je ne suis pas sûre si je vais être bonne, je ne suis pas sûre si je vais inspirer, je ne suis pas sûre si je suis à la bonne place, donc j'avance pas, donc je m'aventure pas. Ouais. Mais là, elle fait de sur place, donc ben oui. C'est ça. Ah non, les femmes, là, moi, je leur souhaite beaucoup plus d'audace. Tu sais, se foutre un peu de ce que les gens peuvent penser. Si tu y vas avec toute ta sincérité, toute ta passion, puis tu dis, mes chers amis, pensez de moi ce que vous voulez. Tu sais, moi, quand j'ai animé mon bootcamp sur le courage, je suis sur scène pendant 12 heures. Il y a 700 participants. À la fin de la journée, j'ai 700 réputations. Il y en a qui ont aimé ce bout-là, il y en a qui ont trouvé que ce bout-là, c'était pas correct. Il y en a qui ce bout-ci, oh, c'était parfait. Il y en a qui ce bout-ci, c'est, oh là, t'aurais dû éviter de parler de ça. Mais à un moment donné, il faut que tu assumes ça dans quoi tu crois. Faut que tu le fasses pour les bonnes choses. Puis après, tu te dis, ben, so be it. Pensez de moi ce que vous voulez. Moi, est-ce que j'ai donné tout mon amour, oui ou non? Parce que des fois, je m'économise. Tu sais, des fois, je veux pas trop provoquer. Fait que je sais que je me suis donné à moitié. C'est là que je suis pas fière de moi. Mais maintenant, j'ai assumé le fait qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais pas dans une optique où je me fous d'eux. Non, non, je comprends. Tu sais, je t'aime et je te respecte, mais tu peux penser ce que tu veux de moi. Qu'est-ce que tu observes quand tu assistes à une conférence? Qu'est-ce que tu cherches chez un conférencier? Pour voir si vraiment c'est le... Il faut que je sente que c'est vrai, que ça part d'une place où c'est en anglais, ils vont dire genuine, c'est spontané puis c'est vrai. Ceux qui sont là en train de faire ce qu'on appelle du name dropping, j'étais avec telle personne, j'ai soupé avec Pierre-Carl Pellado, j'étais invitée chez Julie Schneider, j'étais ci, j'étais ça. Tu sais, ceux qui vont nommer j'étais avec le premier ministre, j'étais là, tu sais, je me dis, qu'est-ce que ça donne au groupe de savoir que tu te tiens avec des personnages importants, sinon que de vouloir flatter ton ego. Fait que je trouve déplorable quand je vais voir des conférenciers qui veulent bien paraître, se mettent en valeur, mais démontrent aucun intérêt de transmettre réellement un message important au groupe. Okay. Il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour un trip d'ego. Applaudissez-moi, voyez comment je communique bien. OK, donc là, ça, Me, myself and I. Oh my God, oui. On les sent. Ou les gens qui sont devant la... Tu vas le remarquer, toi aussi, tu sais, les gens qui sont là, puis ils sont... comment dire... tu sais, tellement préoccupés par ce qu'ils ont l'air qu'il n'y a aucune électricité qui te relie à eux. Ils sont all about themselves. Ça, moi, j'aime pas ça. Et ça, toi, tu le sens. Je le sens tout de suite. Puis quand des fois, moi, je me dis, oh mon Dieu, je pense que ma cliente est déçue, elle s'attendait à ça. Là, je m'enlève du pouvoir dans des cas comme ça, puis je perds ma connexion. Parce que mon attention vient sur moi. Mais un truc à donner à un conférencier ou même à un formateur ou un enseignant, c'est toute ton attention doit être dans ta salle, dans chaque regard, dans chaque petite micro-expression du visage. Parce que si ton attention est sur toi, comme moi, par exemple, ce matin à Toronto, à un moment donné, je me disais, oh, j'espère que je vais être fluent en anglais. Parce que mon anglais, elle peut être inégale. Des fois, là, je suis à 10 sur 10. Des fois, je suis à 8, à 7. Je suis pas toujours, tu sais, je suis pas née dans un contexte anglophone. Tout dépend du vocabulaire aussi que tu utilises. Ouais. Il y a des journées où ça va bien. Tu sais, je suis dans la zone. Puis là, des fois, quand je commence à m'inquiéter que je transmets pas bien cette idée-là, je m'en fais sur qu'est-ce que je vais avoir l'air, là. Que là,
Puis là, mon attention, à part du groupe, elle se déplace, elle s'en va sur moi. Qu'est-ce que j'ai l'air? Est-ce que je vais reprendre mon air d'aller avec l'anglais? Et là, pendant que je fais ça, je brise ma connexion avec mon groupe. Fait que les gens qui veulent bien parler, être parfaits, faire toutes les bonnes choses, c'est que leur attention est trop sur eux-mêmes. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? We don't care about you. Connecte avec les gens. Ils disent, it's not about perfection. C'est pas à propos de la perfection. C'est à propos de la connexion. Donc, même si tu es dans cet état-là, tu continues à te connecter. Et non pas... En fait, maintenant, après 17 ans, c'est que je me vois aller, je me dis, oh, je suis en train d'avoir mon attention sur moi. Je suis en train d'être égocentrée. T'observes. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais connecter dans la salle avec le regard d'une personne qui a l'air d'avoir un bon cœur, qui a l'air généreuse, puis qui a l'air aimante. Et avec mon regard, je vais connecter dans son regard. Puis je me dis, ce qui compte, là, c'est qu'il y ait un échange. Et là, ça revient parce que mon attention, elle s'en va 100% dans la personne. Puis elle, ça me redonne un peu un petit whoop, un petit air d'aller. Parce qu'il y a une étude à l'Institut de recherche Harvard qui disait que quand tu es dans une petite pièce, ton énergie que tu transmets, mais elle se connecte avec plusieurs personnes. On te revient au... Mettons que cette personne-là, elle est avec toi, elle est toute joyeuse, toute de cœur avec toi, mais elle va te donner sa vibration. Ah oui, il y a une synchronisation qui se fait. Là, tu parles du champ électromagnétique avec Hartman. C'est très intéressant, cette étude-là. Parce que ça, même, c'est un truc que je fais avant de monter sur la scène. Je remplis mon cœur de gratitude. Je repense à des beaux moments magiques de ma vie. Je me mène dans une place où je me trouve bénie des dieux, chanceuse. Puis je me dis, je sais pas si dans le groupe, devant moi, les gens ont tous eu la chance de vivre des beaux moments magiques comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je vais prendre soin d'eux à partir d'une énergie de plein. À partir, tu sais, à partir d'une énergie d'amour, de volonté de contribuer, et pas d'une volonté de vouloir bien paraître ou être bonne. Fait que je gère mon émotion en moi, puis je la fais déborder parce qu'ils disent qu'on ne peut vraiment donner que ce dont on déborde. Oui. Mais oui. Puis moi, j'ai remarqué il y a 2-3 jours, mon cousin il était chez moi, puis il n'était pas à l'aise. Lui, il y avait de problèmes, il y avait des choses. On sentait qu'il n'était pas vraiment bien dans sa peau et présent. Puis quand il est parti, c'est moi, après ça, dans ma maison, j'étais toute seule, je sentais que je n'étais pas bien, mais je ne savais pas pourquoi. Et là, en revenant aux études que j'ai lues avec Hartman, je me dis, ah, mais ça y est, il a projeté ça, il m'a donné ça, moi je l'ai pris, puis je me sens pas bien, puis je sais vraiment... Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Donc... l'énergie de tout le monde est descendue. C'est ça. Mais, tu sais, l'émotion, c'est un peu comme une fréquence, là. C'est un peu comme, est-ce que tu écoutes Chaume 97.7 ou est-ce que tu écoutes 102,7? Est-ce que tu écoutes une autre fréquence? Parce que, tu sais, si tu te promènes en voiture et tu écoutes du gros heavy metal à un volume intense, c'est agressant. Si tu arrives dans une place où tu veux donner ton énergie inspirante à quelqu'un qui est très triste, tu sais, il faut t'immuniser avant. Il faut que tu te charges en intensité. Puis que toi, tu arrives, puis que tu rencontres l'autre à la personne où elle est, là, mais que tu puisses générer comme une énergie d'amour vers elle pour la rehausser en sachant que tous les deux vont avoir une énergie qui va redescendre parce que tu peux pas arriver trop enthousiaste dans un salon funéraire. Mais non, c'est sûr. C'est un misfit, là, c'est comme... Mais en même temps, tu peux quand même nourrir l'âme de l'autre par une présence que tu génères. Mais toutes ces choses-là, il faut que tu en sois conscient un peu. C'est vrai. Fait que les êtres humains, là, on peut se transmettre beaucoup. Puis les femmes, ben, il faut qu'on se transmette. Au lieu de, tu sais, les femmes bitcher. Le dire en face, encourager une autre femme, donner un coup de main. Tu sais, la solidarité féminine, quand elle est bien déployée, c'est la magie. C'est ça, des fois, on ne l'a pas. Ouais. Des fois, on ne l'a pas entre femmes, c'est dommage. Des fois, il y a comme un peu des comportements envieux qui diminuent tout le monde. Au contraire, tu sais, des fois, les boys clubs, là, les boys clubs qui se réfèrent à la business, qui s'aident, qui donnent un coup de main. Nous, en femmes, ça se crée des girls clubs. OK, on va créer des girls clubs. Et Isabelle. Entraide, solidarité, on s'amène en haut, on s'encourage. Puis Isabelle est notre leader. On va faire ça. Mais Isabelle, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'avoir accepté cette entrevue. J'ai adoré passer du temps avec toi. Merci, moi aussi. On a magasiné aussi un peu. On n'a rien trouvé, mais on a magasiné. On a magasiné. Ouais. Girls Club. Bye bye.